Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on parle du congrès de la Fédération québécoise des municipalités, on a des coups de cœur, on parle aussi de la bureaucratie, on va répondre aussi à la question de nos auditeurs et on aura la deuxième partie de l'entrevue de Claude Villeneuve, qui est écologiste, biologiste de réputation internationale. On commence d'abord par l'actualité de la dernière semaine. Ce qui a retenu mon attention, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Disons tout d'abord qu'il y a deux grandes unions municipales, la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités, qui regroupe les MRC et qui regroupe l'ensemble des petites municipalités, en tout cas du moins dans le passé. Il y avait autour de 1000 membres. Il y a également l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, qui, elle, regroupait les grandes communautés, Montréal, Québec, les grandes villes de manière générale. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus mélangé parce qu'il y a des petites municipalités qui sont membres de l'UMQ, puis il y en a des grandes qui sont membres aussi de la FQM. Et sincèrement, le fait qu'il y ait deux unions, je ne suis pas certain que ça leur donne plus de pouvoir. Et la suggestion que je fais cette semaine, c'est de dire à nos deux grandes unions, parlez-vous, essayez de mettre à l'ordre du jour un possible regroupement. Je pense que ça donnerait beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de possibilités dans l'avenir. Toujours à la FQM, à la Fédération québécoise des municipalités, c'était le congrès en fin de semaine. J'ai bien aimé ça. Puis, entre autres, ce qu'on a vu, c'est que les trois plus grands partis politiques sont venus faire la cour aux élus municipaux. Et finalement, c'est qu'il y a eu toutes sortes de choses de proposées. Puis, entre autres, celui qui a soulevé peut-être le plus de scepticisme, c'est le ministre des Affaires municipales lui-même, M. Martin Coiteux, qui est à la fois ministre des Affaires municipales, mais aussi ministre de l'Occupation du territoire et ministre de Montréal. Ce qu'il nous a dit, c'était que non seulement il allait y avoir des grands changements, il allait y avoir une véritable révolution dans le monde municipal. Il va y avoir une nouvelle culture, semble-t-il, chez les fonctionnaires. Et dorénavant, c'est le gouvernement qui va être au service des régions, alors que jusqu'à aujourd'hui, c'est le contraire. Je vous dirais que les élus avec qui j'étais, en tout cas, prenaient ça avec un grain de sel. Il y avait un petit sourire en coin, comme on dit, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours-là. On l'avait déjà entendu du temps de Nathalie Normando, qui était ministre des Affaires municipales, puis qui avait été mairesse de Maria, puis qui provenait de la Gaspésie. Alors qu'elle-même était une régionaliste, elle n'a pas réussi. Ça fait que, comme on dit, bonne chance, M. Coiteux. De toute façon, c'est qu'il faut être conscient que la décentralisation, ça ne pourra pas venir du central. Ce sont les élus municipaux qui revendiquent la décentralisation. Les fonctionnaires à Québec, eux autres, leur modèle est éprouvé. Ils sont sûrs que la centralisation, c'est ce qu'il y a de meilleur. Fait que si les élus municipaux ne le revendiquent pas, il n'y a rien à faire avec ça. D'autre part, il y avait un autre conférencier à la FQM, Mario Dumont, qui est venu nous parler du rôle des médias par rapport aux municipalités. Puis, entre autres, il nous faisait mention que c'est la première fois au Québec qu'il y a un ministre de l'Occupation du territoire qui provient de Montréal. Pour lui, c'est une aberration, pour moi aussi. C'est que là, ça n'a aucun sens. Et ce qui l'étonnait, c'est que ça ne semble pas causer de problème à notre premier ministre, que le ministre des Ressources naturelles vient de Montréal, le ministre de l'Occupation du territoire vient de Montréal aussi. C'est complètement aberrant. Je vous dirais que si on avait comme ministre responsable de la région de Montréal quelqu'un de la Gaspésie, ce serait un véritable scandale. Comment ça se fait que que le ministre de l'Occupation du territoire provienne de Montréal, ça ne soulève pas grand-chose? Il y a un problème. On termine sur une note positive avec le congrès de la FQM qui a obtenu un mandat auprès d'Hydro-Québec pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'étendre le téléphone cellulaire avec toutes les lignes d'Hydro-Québec qui relient à l'ensemble du Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça peut être intéressant pour l'avenir. Référendum en Catalogne, alors que les gens voulaient exercer leur droit de vote, alors que les gens disent on est capable de s'occuper de nos affaires nous autres mêmes, on va décentraliser, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement central à Madrid, le gouvernement espagnol, a décidé qu'au lieu d'appuyer la démocratie, ils vont faire de la répression. Il y a eu autour de 800 blessés, des hommes, des femmes. Il y a des personnes âgées qui ont été tabassées. C'est assez inquiétant de voir ça de la part d'une démocratie. Puis ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'aucun pays démocratique, sauf le Québec tout récemment, là, a dit que ça n'avait pas de bon sens. C'est que plutôt que d'appuyer la démocratie, ils ont appuyé la répression. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'ils ont peur que chez eux, ça amène aussi un vent d'autonomie. Bien, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est que là, quand les gens disent on est prêt à assumer des nouvelles responsabilités, on devrait être ouvert à ça, c'est un principe fondamental, ça.
Puis pourquoi est-ce que les gens réclament de plus en plus d'autonomie et de pouvoir? C'est parce que les gouvernements centraux, les gros gouvernements ont démontré qu'ils étaient inefficaces, puis ont démontré qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la situation, puis qu'aussi, c'est que dans le fond, ils ne connaissent pas la réalité des régions. S'il y a des gens qui pensaient que les gouvernements centraux étaient corrects, bien, on vient de voir avec l'Espagne là, que non, ça ne marche pas du tout. Tuerie à Las Vegas, plus de 60 morts, des centaines de blessés, des hommes, des femmes, des enfants. Ce qu'on apprend à travers de tout ça, c'est que les Américains, qui sont 4 de la population, possèdent 42 des armes sur la planète. Complètement fou. Bonne chance, mes amis américains. Pipeline Énergie-Est, le projet est abandonné. C'est très bien et ça démontre que quand on se mobilise, on a des chances de gagner. Bien, merci à tous ceux qui sont mobilisés parce qu'on a évité probablement des catastrophes appréhendées extrêmement importantes avec ce pipeline qui aurait traversé un paquet de lacs, de rivières, de municipalités. Bravo à tous ceux qui sont impliqués, que ce soit les élus municipaux, les écolos et compagnie. La petite chronique, les choses qui m'achalent. Je vais vous parler du manque de confiance qui existe dans les grandes villes. J'ai eu l'occasion tout récemment d'aller à Montréal et j'ai pris le métro. Et quand j'attendais dans la file pour prendre mon billet, j'ai vu qu'il y avait une petite affiche, c'était marqué que pour les personnes âgées, il y avait un rabais. J'étais très content parce que pour une fois qu'être vieux, c'était payant, j'ai dit, bon, on va en profiter. Fait que j'ai présenté ma carte de permis de conduire, mon permis de conduire qui indiquait que j'avais 65 ans. Mais la madame m'a dit, non, on n'accepte pas ça, c'est pas une preuve qui est véritable. Il faudrait que vous alliez à la Commission des transports de Montréal, vous faire une carte de vieux pour être certain d'avoir votre rabais. Complètement fou. Comme on dit souvent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça peut bien coûter cher, tous les services qui sont là. Bien, moi, ça m'a fait penser que, d'abord, je n'irai pas à Montréal, je ne demeurerai pas à Montréal, ça c'est sûr. Je pense que c'est une raison de plus. Puis j'en profite pour inviter les gens de Montréal à déménager au Lac-Saint-Jean ou ailleurs en région, en toutes les régions du Québec, ou à tout le moins de venir nous visiter. Puis si vous avez l'occasion d'aller au cinéma et qu'il y a un rabais, soyez pas inquiète avec votre carte de permis de conduire, vous allez l'avoir le rabais chez nous. Cette semaine, on continue notre entrevue avec Claude Villeneuve, qui est le directeur de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. La semaine dernière, on a terminé en parlant que c'est important qu'il y ait une participation citoyenne dans le cadre du développement durable. Est-ce que tu crois que la décentralisation peut être un facteur qui peut contribuer au développement durable? Puis si oui, comment? Premièrement, il y a un principe dans le développement durable qui s'appelle le principe de subsidiarité. La subsidiarité, ça dit que les décisions doivent être prises au niveau le plus proche de là où l'action et les conséquences de l'action vont être ressenties ou contrôlées. La centralisation, c'est un bon moyen pour concentrer le pouvoir, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure solution pour le développement durable. Les populations locales ont souvent une connaissance beaucoup plus fine de leur environnement, ont souvent une connaissance beaucoup plus fine de leurs désirs aussi et de leur potentiel que celle des gens qui sont plus détachés. Donc, la décentralisation est une application, si on veut, du pouvoir qui peut avoir une meilleure prise de responsabilité à long terme. Parce que les gens, lorsqu'ils sont commandés de loin, souvent vont essayer de passer à côté des règles. Puis, dans le domaine de l'environnement, c'est le local qui domine. Même si on a des crises qui sont à l'échelle globale, les choses sont d'abord conditionnées par la réalité locale. OK. Mais justement, à ce sujet-là, récemment, il y a 230 municipalités qui ont demandé au ministère de l'Environnement et au ministère des Ressources naturelles de pouvoir avoir des mesures de protection plus grandes que celles qui sont normées par le Québec, parce que les gens, les maires, les élus, ils ont peur que des compagnies pétrolières viennent faire des forages tout près de leurs sources d'eau potable ou de d'autres genres d'équipements ou même dans des rivières, des choses comme ça.
Puis le ministère de l'Environnement, au lieu de dire oui, ça a bien du bon sens, on va vous laisser faire ça, ils disent non, 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 vous n'avez pas le droit. Si vous voulez faire ça, il faut que vous fassiez faire une étude qui va démontrer que votre eau pourrait être en danger. Qu'est-ce que tu penses de ça, que le ministère de l'Environnement et celui des Ressources naturelles semblent prendre plus la protection des compagnies pétrolières que des municipalités? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, en fait, c'est une conséquence de notre système de droit. Okay? Notre système de droit, il vient du Moyen Âge. Il a été construit sur des réalités ou des modèles qui n'ont pas évolué à la même vitesse que la société. Et effectivement, on protège le droit de ceux qui l'ont. Si on me donne un droit de prospecter, si on me donne un droit, on peut prendre le lac Saint-Jean comme exemple. Là, un des grands enjeux du lac Saint-Jean, c'est de clarifier le droit parce qu'il y a des privilèges qui ont été donnés au début du 20e siècle qui ne sont plus nécessairement aujourd'hui garants d'une bonne gestion. Et cela dit, dans le droit, le fardeau de la preuve va toujours au demandeur. Alors, comme le gouvernement a donné des droits par sa politique du claim, là, click and claim, là, qui se fait automatiquement, on ne refuse pas le droit d'explorer. Bien, ce droit-là, il est acquis par les compagnies, puis à ce moment-là, les gens qui veulent qu'on déroge aux droits acquis par les compagnies doivent prouver ou doivent payer pour le faire abolir. J'ai vécu, moi, très longtemps, la problématique de l'île Prion dans les îles de la Madeleine, qui était un îlot où on voulait faire un parc et qu'il y avait une compagnie pétrolière qui avait un claim dessus et il a fallu racheter il a fallu racheter, que le gouvernement rachète le claim et très cher, le droit, comme s'il y avait eu vraiment du pétrole de découvert, mais pour être capable de faire un parc national. Alors, des questions comme ça ne sont pas nécessairement un complot du ministère de ci ou de ça contre les citoyens. C'est une conséquence d'un droit qui n'a pas évolué en tenant compte des connaissances scientifiques, en tenant compte des nouvelles réalités sociales et en tenant compte, naturellement, du développement durable. C'est peut-être un exemple, justement, qu'il faut décentraliser puis laisser l'opportunité aux municipalités de pouvoir faire mieux. Le rôle de l'État, ça devrait être d'empêcher de faire pire, pas de faire mieux. Oui, c'est un programme politique, ce que tu as nommé là. Dans les faits, le rôle de l'État devrait être de rendre des choses possibles, mais il les rend possibles dans des canaux qui sont déjà tracés et qui sont déjà des ornières de la société industrielle, puis auparavant d'une société qui était basée sur un droit foncier. Mais dans les faits, on n'est plus... Tu sais, polluer l'air, ça ne coûte rien. C'est pour ça que quand on arrive à dire qu'on va instaurer une taxe sur le carbone pour lutter contre les changements climatiques, les gens disent que c'est injuste parce que polluer l'air, ça ne coûte rien. Ma voiture émet, il va y avoir des impacts climatiques, mais on ne peut pas me tenir responsable, moi, des impacts climatiques qui arrivent au Texas ou qui arrivent en Chine. Si tu avais des suggestions à faire aux candidats et aux candidates qui vont se présenter aux élections municipales, que ce soit comme maire ou mairesse, conseiller, conseillère, ce serait quoi tes principales suggestions dans le cadre d'une politique de décentralisation? Bien, premièrement, apprenez à bien ne pas vous mêler de vos affaires. Et apprenez à voir plus loin que le simple exercice des fonctions dans lesquelles vous allez vous impliquer. C'est terrible de dire ça, mais il faut sortir du cadre qui est imposé. Et sortir du cadre, ça veut dire, par exemple, que tout conseil municipal devrait avoir
un conseil de sages dont la vision est au-delà de 3 mandats, une vision à 25 ans. À un moment donné, il y a un professeur à l'Université de Chicoutimi, Marc Urbain-Proulx, qui avait parti une initiative qui s'appelait Saguenay 2025. On est presque arrivé à 2025. Cette vision-là, à 25 ans, elle nous permet d'envisager des possibles. Elle nous permet d'ouvrir des horizons, puis elle nous permet d'aller au-delà de la simple réparation des tuyaux qui cassent. C'est sûr que, comme on dit, avoir une vision, ça permet de savoir si on avance ou si on recule. Ça, je pense, c'est assez fondamental. Puis il faut prévoir. Mais présentement, en parlant de prévoir, on s'aperçoit que le climat semble de plus en plus déréglé. Puis je ne peux pas m'empêcher de te demander, quand on regarde les ouragans récents, là, Irma, puis Maria et compagnie, est-ce que tu penses que ça va s'accélérer, ce nombre de phénomènes-là? À quoi on peut s'attendre là, au niveau de la météo dans les années futures? OK. Premièrement, il faut distinguer la météo et le climat, deux choses complètement différentes. Deuxièmement, on parle en termes de phénomènes statistiques. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire qu'il va y avoir une tornade le 28 de septembre ou le 17 octobre. En revanche, ce qu'on peut voir en termes statistiques, c'est que les dérèglements climatiques qu'on voit à l'heure actuelle de plus en plus, c'est-à-dire qu'il semble que la saison soit retardée d'1 mois pour l'arrivée de l'hiver. On ne s'est jamais posé la question quand on était jeune, on va-t-il avoir un Noël blanc? Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se la poser. On a aussi donc des redoux hivernaux qui ont des fois des conséquences assez terribles, surtout dans le sud du Québec ou pour les agriculteurs, parce que ça va causer des dommages aux cultures, aux bleuetières ou d'autres cultures. On voit aussi qu'il y a des précipitations beaucoup plus violentes, inhabituelles. Donc, des événements qui, les statistiques disaient, ça va arriver une fois dans 1000 ans, puis là, ça arrive tous les 20 ans. Il y a comme un problème. Les inondations qu'on a eues au Québec cette année, ça avait comme une probabilité une fois tous les 400 ou 500 ans. Et là, ça fait, il y en a eu en 76 des équivalentes, puis aujourd'hui. Donc, à l'intérieur de 40 ans, c'est donc les écarts statistiques entre des événements extrêmes sont réduits. On voit aussi qu'il y a les moyennes qui augmentent, même si ça n'a pas l'air de ça. Parce que souvent, ce sont les températures les plus basses qui disparaissent. Donc, on a de moins en moins d'hivers très, très, très froids. Puis, on a des hivers plus chauds, mais des étés pas vraiment plus chauds. Fait que là, tous ces éléments-là jouent. Les événements catastrophiques comme Irma, bien, pour avoir une catastrophe, ça prend 2 ingrédients. Ça prend un événement d'une violence inhabituelle, puis ça prend une population vulnérable. Or, les populations vulnérables, bien, on a vu qu'aux États-Unis, la prévention, c'est pas trop dans le soupe. Donc, il y a des populations vulnérables qui vivent dans des zones qui sont facilement inondables. Il y a des événements qui arrivent qui viennent faire déborder les systèmes de sécurité. Il y a des gens qui sont installés sur le bord des cours d'eau et qui, à cause de l'érosion, perdent leur terrain. On le voit sur la Côte-Nord, on le voit sur le tour de la Gaspésie, aux îles de la Madeleine, au Nouveau-Brunswick, en Angleterre, un peu partout. L'érosion des côtes s'accélère parce que le niveau de la mer augmente un petit peu. Et puis, la violence des vents puis des événements climatiques augmente beaucoup. Fait que ces éléments-là sont en train de transformer un monde qu'on pensait immuable. Et c'est un peu ça là, qui est l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, c'est de diminuer la vulnérabilité parce que, en ce qui concerne la violence des événements, on est comme condamné à la vie parce qu'on a déjà dépassé les seuils qu'on prévenait. Dans les années 90, on disait qu'il ne faut pas dépasser ces seuils-là, puis là, on les a dépassés. Fait qu'on est obligé de vivre avec. Est-ce que malgré ces situations-là, est-ce que tu demeures optimiste par rapport à l'avenir de l'humanité?
J'ai pas le choix parce que j'ai des petits-enfants qui devraient voir 2100 s'ils vivent aussi vieux que mes parents. Alors, à quelque part, le 21e siècle leur appartient, puis moi, j'ai une responsabilité de leur léguer un 21e siècle où ils vont être heureux, épanouis, puis productifs. Okay? Alors, la manière de le faire, c'est d'essayer d'avoir une meilleure société, parce que les humains peuvent être une partie du problème, mais peuvent aussi être une partie de la solution. Pierre Dansereau nous disait, euh, heureusement, on est chanceux dans notre malchance, parce que si le problème est posé par les humains, il ne peut être résolu que par les humains. Merci beaucoup. On va conclure ça sur ces sages paroles. Puis, en parlant d'humain, je voudrais que tu nous parles de ton dernier coup de cœur. Je sais que tu es un bon vivant. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans tes bières favorites, c'est quoi tes coups de cœur en matière de bière? En matière de bière, je dirais ma favorite, là, toute catégorie des produits régionaux, c'est la houblon libre de la microbrasserie du Lac. C'est une bière puissante, avec une belle longueur, des saveurs qui combinent les saveurs de la noire et les saveurs de l'IPA. Donc, bien boulonnée et tout. C'est une bière que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir aussi avec la bière amère ambrée de la Schwab, qui est une bière plus légère, mais qui est très agréable et qui est faite avec des produits à 100% de la ferme, là, locaux. Et puis, plus proche de nous, ici à Saguenay, il y a la bière, la Soutien-Gorge, qui est une Imperial IPA de la microbrasserie La Voie Maltais. Bien, merci beaucoup, Claude. Au plaisir de se revoir. On est rendu maintenant à la question de la semaine qui nous provient de M. Christophe Lévesque, qui nous demande comment faire pour créer des emplois de qualité pour garder nos jeunes en région. Il nous dit également dans son courriel que plusieurs jeunes diplômés voudraient revenir en région, mais qu'ils n'accepteront pas des emplois au salaire minimum. Il nous dit également qu'il faut sortir de notre modèle mono-industriel basé sur la foresterie. Ben, je suis bien d'accord avec lui. Si on veut faire revenir des jeunes diplômés, il faudra qu'il y ait des emplois bien rémunérés, puis en fonction de leur diplôme également. Bon, comment faire? Bien, c'est sûr que c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des pistes, à mon avis, qui valent la peine d'être avancées. Parmi celles-ci, il faut notamment revendiquer que ceux et celles qui gèrent nos ressources naturelles le fassent sur place, en région et non à Québec. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2500 fonctionnaires à Québec qui gèrent nos ressources naturelles. C'est en région que ça devrait se faire. Ça, celui qui va me dire que c'est mieux géré parce que les gens refusent de rester dans la région, j'accepte pas ça. Il faut aussi qu'on décentralise massivement tous les éléments et le financement qui sont reliés à la création d'emplois. Tous les programmes de financement, ça, c'est fait là, par des gens à Québec et à Ottawa, des gens qui sont bien loin des régions, bien loin de leur réalité. Puis ce qu'ils ne comprennent pas, là, c'est que le développement, c'est d'abord et avant tout local. Quand une entreprise s'ouvre, elle ne s'ouvre pas au Canada, elle ne s'ouvre pas au Québec, elle s'ouvre dans une municipalité. Et ce sont les gens des municipalités, des MRC, qui devraient être capables de mettre de l'avant les programmes en fonction de ce qui existe dans leur région. Actuellement, ce sont les entrepreneurs qui doivent s'adapter aux programmes et non les programmes qui s'adaptent aux entrepreneurs. Ça n'a pas de bon sens. Il faut aussi innover. Bon, une bonne partie des emplois du futur ne sont pas encore créés. Il faut être conscient qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître avec tout le kit là, de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouveaux emplois qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en mode innovation. C'est intéressant parce que ça permet toutes sortes de possibilités, mais pour ça, il faut d'abord avoir Internet haute vitesse, téléphone cellulaire et compagnie, sinon il n'y a rien à faire avec ça. Mais c'est possible. Aujourd'hui, on peut penser qu'un jeune ou une jeune dans son sous-sol pourrait décoller une petite entreprise avec presque pas de moyens et devenir finalement une grande entreprise. Et parlant de grandes entreprises, c'est qu'on le voit, là, de plus en plus, nos grandes entreprises diminuent le nombre d'emplois. Bon, Rio Tinto, dans la région ici, c'était 10 000, c'est rendu 3 000, ça va vers 2 000. C'est la même chose dans l'industrie des pâtes et papiers et compagnie. Ce qu'il faut, c'est d'appuyer les petites entreprises parce que c'est les petites entreprises qui créent les emplois maintenant.
C'est ces gens-là qu'il faut appuyer, puis il faudrait trouver le moyen de rendre ça relativement facile. Entre autres, il faudrait enlever de la paperasse, puis peut-être aussi avoir soit des crédits d'impôt ou des absences d'impôts et de taxes pendant les premières années pour les aider à démarrer. Mais pour arriver à ça, pour être capable de décider de nos programmes, bien, il faut qu'on ait un nouveau modèle de développement. Il faut qu'on ait plus d'autonomie locale et régionale. Sinon, il n'y a rien à faire avec ça. C'est qu'il faut qu'on soit capable de lancer comme message aux jeunes de dire « Venez dans votre région ou venez dans une région, on a besoin de vous autres pour bâtir un nouveau modèle de développement basé sur l'autonomie locale et régionale. On veut construire des régions d'avenir. » C'est ça le message qu'il faut qu'on donne. Présentement, ce qu'on donne comme message, c'est « Venez assister au dépérissement de votre région », pas très enthousiasmant. À la fin de sa question, Christophe nous demandait comment est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer comme région. Alors moi, je suis persuadé que si une région, la nôtre ou une autre, décidait d'avoir son propre gouvernement régional et de se doter d'une constitution régionale, je pense que ça deviendrait un point de mire. Il y a beaucoup de gens qui diraient « Hey, il se passe quelque chose là, on va aller voir ce qui se passe. » C'est très intéressant. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à se démarquer. C'est ainsi que se termine notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles actualités, des coups de cœur et, entre autres, une entrevue avec Marie-Ève Arbour, qui est la fondatrice de Visages régionaux, qui va nous donner ses solutions pour aider à faire revenir des jeunes en région.